Yes! Hello Cyril, Ça va ou quoi? ça va et toi? Ça va, ça va. Je me vois pas là, c'est normal? Normalement, tu dois te voir. Non, je me vois pas. Tu dois te voir en bas de l'écran. Ok, non. Attends. Toujours pas? Non, c'est tout, c'est en noir. Je sais pas pourquoi. Mais moi, je te vois en plus. Ok, bon, bah, c'est pas grave, on va faire sans. On va faire, enfin, comme ça. Ok. Et est-ce que tu vois les commentaires? Ouais. Ah, Ouais. super. Ça, c'est génial alors. Si tu arrives à voir ça au moins, c'est parfait. Comment ça va alors? Confiné? Ouais, confiné, mais j'en profite pour, bah, j'ai passé du temps avec mes enfants, donc devoirs avec les enfants, des petits jeux avec les enfants, et puis on en profite pour rattraper les séries on aurait manqué. Bon, Netflix à fond, alors. on essaie de garder on essaie de garder l'esprit positif quand même. Oui, il faut. C'est important, c'est la base, hein, parce que je sais pas si tu regardes BFM régulièrement, mais quand on regarde ça, pouf, juste 2 heures, on n'est pas bien après, hein. Moi, je regarde pas la télé, surtout pas BFM TV. Netflix? Ouais, c'est plus Netflix. Je suis un gamer aussi, un fou des jeux vidéo, donc je suis souvent en train de jouer. Et je regarde des séries Netflix. Je suis un féru de cinéma, donc Alors, il y a quelque chose que j'adore demander. Pour tous ceux qui aiment les jeux vidéo, est-ce que tu aimes le jeu UFC? non, non, pas du tout. Je sais que même à l'époque où j'ai eu un jeu, enfin il y a un jeu qui est sorti avec mon personnage. Mhm. J'ai même pas joué en fait. J'ai dû faire, je sais pas, une dizaine de parties, mais c'était pas mon truc. Ah oui. Ouais, Bon, autour de toi, tout le monde se porte bien, la famille au niveau du coronavirus a été épargnée. ouais, Bon, ça se passe bien. On essaie de faire attention au confinement et de rester loin de tout le monde. On n'a pas envie d'attraper et puis propager le virus. Donc moi, je suis vachement à cheval là-dessus. Et donc ouais, c'est important pour nous de contribuer à la non-propagation du truc, tu vois. Quand je vois que quand je sors pour faire pour faire des courses, je vois des gens en train de se balader dans la rue, ouais. en train de ouais, comme si de continuer comme si de rien n'était, ça me choque un peu, quoi. Et tu vas courir? Non, c'est ma copine qui va courir. Non, je cours pas, je fais pas de sport. Je sais que je devrais, mais non, mais j'ai suffisamment fait de sport dans ma vie, je pense. Maintenant, je profite de la retraite. Oui, ça c'est vrai, hein, parce que tu as un palmarès incroyable hein, quand même. Tu as été dans la plupart des organisations, les grandes organisations MMA quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai eu, bah, c'était pendant très longtemps, ça a été ma passion de la vie de sportif de haut niveau, ça a été ma passion. Et j'étais complètement obsédé par les victoires, par devenir champion. Au début de ma Mhm. carrière, c'était avant que je sois champion, c'était devenir champion du monde. Et puis après, on remplace une obsession par une autre et puis très vite, on rentre dans une routine de sportif de haut niveau, c'est-à-dire que ça devient notre vie et ça remplace tout le reste, quoi. Et donc tu voyageais énormément, tu n'étais jamais sur place à cette période. C'est vrai que j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait une cinquantaine de pays. Je continue à voyager maintenant en tant que coach, mais ça aussi, ça rajoute aussi comment dirais-je, à l'engouement que peut susciter le sport de haut niveau, c'est-à-dire que on fait des choses, on vit des choses qu'on pourrait pas en temps normal. Donc Mhm. le fait d'être sportif de haut niveau et de se retrouver, je sais pas moi, en Guyane, d'être au Japon, d'être en Chine, en Australie, tous les pays que j'ai pu faire, c'est clair qu'en temps normal, si j'avais été, je sais pas moi, plombier ou je travaillais en tant que, je sais pas, n'importe quoi, ça aurait été difficile de faire les mêmes voyages.
Toi, tu as commencé en 99, c'est bien ça? Ah non, les combats, j'ai commencé en 91, 99. C'est mon premier combat professionnel en MMA. Mhm. J'avais une carrière, non, j'ai une carrière qui a commencé en 91 avec les box pieds-poings. Et en 96, j'ai fait mes premiers combats en pancrace, donc le petit frère du MMA. Oui. Et puis voilà, c'était une évolution à partir de là. J'ai commencé à combattre en pied-point à très très haut niveau. Et puis en MMA, à haut niveau aussi, en 99, j'ai fait mes premiers combats pro. Et quel a été ton premier sport? J'ai commencé par la boxe pied-point, j'ai commencé par le kickboxing, la boxe thaï et la boxe Mhm. française. Donc je faisais les trois en même temps. J'aimais bien les coups de genoux, donc c'est vrai que je faisais, même quand je préparais des combats en kickboxing, c'est vrai que pendant mes cours, pendant mes entraînements, je faisais quand même du corps à corps et des coups de genoux. Mais ouais, c'était dès le départ, en fait, j'ai commencé par plusieurs sports différents et j'ai gardé ça tout au long de ma carrière. J'ai toujours combattu dans plusieurs styles. D'accord. Alors, salut à tous, hein, tous ceux qui nous ont rejoints. N'hésitez pas à poser vos questions à Cyril Diabaté, hein. Il est là, donc on les lira. N'hésitez pas surtout. D'ailleurs, j'ai déjà une question que j'ai Ouais. déjà notée. Un jeune qui souhaiterait vivre de son art, tu lui recommanderais le pied-point, boxe thaï, kickboxing ou MMA? Alors, il est clair aujourd'hui, en 2020, que il y a beaucoup plus d'argent à se faire en tant que combattant de MMA qu'en tant que boxeur, boxeur pied-point ou boxe anglaise même. Toutes les formes de boxe ne rapportent pas d'argent et c'est très difficile d'en vivre à part quand on est le meilleur de sa catégorie. Donc, quand on Hmm. est le meilleur en boxe anglaise ou on fait partie des meilleurs en boxe anglaise, on va dire le top 5 mondial, Mhm. c'est possible d'en vivre. En dehors de ça, c'est compliqué. Et plus on descend dans les classements et plus c'est compliqué d'en vivre. Et en MMA, c'est plus faisable déjà. C'est plus faisable parce que c'est un sport qui est ultra médiatisé. C'est un sport à la mode. C'est le sport à la mode. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de débouchés en tant que combattant de MMA qu'en tant que combattant de sport pied-point. Si je prends les grands champions que je connais et qu'on compare les bourses de ce qu'ils gagnent, leur alter ego en MMA à l'UFC par exemple, c'est des bourses qui sont multipliées par 10. Donc Mhm. c'est aussi pour ça qu'on voit beaucoup de boxeurs pied-point qui veulent faire la transition et aller combattre en MMA, c'est que il y a beaucoup plus de débouchés en MMA. Ok. Et alors, on a une autre question. Est-ce que tu appréhendes de la même manière les combats en tant que combattant et coach? Et quel est le plus stressant? Effectivement, parce que tu es coach à la Snake Team, que Ouais, tu as toi-même fondé. ouais. Est-ce que du coup, tu peux me dire, alors pourquoi cette envie de fonder ton école? Alors pour revenir à la première question, le truc le plus stressant pour moi, c'est de coacher mes élèves euh, parce que j'avais l'impression que quand j'étais combattant, le résultat, il dépendait énormément de moi. Mhm, Et alors que quand je suis coach, le résultat du combat, il dépend plus de moi, il dépend en grosse partie du combattant qui va combattre. Et on se sent moins en contrôle du résultat en fait. Et quand j'ai un élève que je coach depuis très longtemps, ce qui est le cas avec le noyau dur de la Snake Team, et que c'est des membres de la famille, c'est plus un lien que sportif que j'ai avec eux. Si j'ai un combattant depuis je sais pas moi 8 9 ans, 10 ans comme ça peut être le cas,
et que c'est comme si c'était mon petit frère, bah c'est difficile de me dire qu'il va rentrer dans la cage et affronter quelqu'un qui va essayer de le punir quelque part. Et donc c'est stressant, surtout quand les adversaires sont violents. C'est des personnages qui sont violents, qui frappent fort, qui blessent leurs adversaires. Bah ça me rajoute du stress. Après, on arrive à gérer, on arrive à rester professionnel, le plus professionnel possible, mais c'est toujours plus stressant en tant que coach que le stress que j'ai pu connaître en tant que combattant, surtout en fin de carrière. Alors, tu as dans ton équipe Yves Landu qu'on a reçu juste avant cette période de confinement, Ouais. avec qui on a réalisé une interview. D'ailleurs, merci, hein, puisqu'on était vraiment à l'aise à la Snake Team, donc merci beaucoup hein, pour l'accueil. Ce que je voudrais dire, qui sont les personnes que tu coaches et qu'on doit suivre absolument? Il y a Yves Landu, Papou. Ouais, je pense que Yves Landu et Papou sont les combattants, on va dire, phares de la Snake Team en ce moment. Ils sont actifs, ils ont des combats régulièrement, mais dans plein de styles différents. Et puis surtout, c'est des personnages, c'est pas que des combattants de haut niveau, c'est aussi des personnages attachants et atypiques et qui ont un fanbase assez important parce que les gens ont envie de les suivre, ont envie de savoir ce qu'ils deviennent et pas que dans les combats, aussi dans la vie de tous les jours. Il y a Camilla aussi, la combattante, la compétitrice phare de la Snake Team, qui est combat un peu partout. Bon, là, on revient de Corée. D'ailleurs, c'était un peu particulier parce qu'elle a combattu en huis clos. Ah Euh, oui, C'était le début les premières crises de coronavirus en Corée, donc ils ont été obligés d'annuler le public et de faire ça en huis clos. Il y a qui d'autre? Bah, il y a une nouvelle vague aussi, les jeunes qui sont encore amateurs et semi-pro, qui sont, à mon avis, qui vont être encore plus talentueux que la vieille garde de la Snake Team. Il y a vraiment énormément de talent. C'est des jeunes qui ont commencé avec le MMA, qui sont pas passés par des cases dans d'autres sports et qui arrivent au MMA avec les yeux qui brillent et la faim parce qu'ils ils voient Conor McGregor, ils voient les grandes stars de l'UFC, des stars qui n'existaient pas à mon époque. Aujourd'hui, c'est vraiment des stars qui transcendent le sport et qui dépassent le sport. oui. Et j'avais pas ça moi de mon temps, c'est-à-dire que les grandes stars du MMA étaient connues uniquement des fans de MMA. Aujourd'hui, un John Jones ou un Conor McGregor, ils ont transcendé le sport, c'est-à-dire que n'importe qui en France connaît Conor McGregor alors qu'il connaît à peine le MMA. Moi, j'ai pas connu cette époque, donc, et puis j'ai pas connu aussi Internet et les réseaux sociaux. À mon époque, c'était pas ça. Donc aujourd'hui, on arrive à une époque qui est vraiment pleine de promesses pour les combattants de cette génération. Et donc à la salle, j'ai plein de jeunes qui ont faim, qui sont drivés par une ambition, qui ont soif de reconnaissance et qui commencent direct par le MMA. Donc je ne vais pas dire qu'ils perdent leur temps parce que j'ai pas l'impression que j'ai perdu mon temps en devenant un champion de pied-point, mais Non. ils vont au plus efficace tout de suite. C'est-à-dire que Mm. plutôt que de passer par la case, je me spécialise dans une forme, ils vont apprendre tout de suite les rudiments des trois bases, on va dire, des trois sports de base du MMA. Et donc, ça va plus vite. J'ai l'impression que les mecs qui arrivent maintenant à la Snake Team, en l'espace de 2 3 ans, ils deviennent des combattants MMA assez complets et ils n'ont pas de défauts à gommer, notamment, et donc ça va plus vite. Donc Et t'as combien, vous allez voir bientôt la nouvelle vague de champions issus de la Snake Team. t'as combien d'adhérents à la Snake Team? Là, on est un peu moins de 200.
Oh. Un peu moins de 200 snakes. On a 13 cours par semaine. Et en plus des cours perso que font les compétiteurs. Mais voilà, on a 13 cours par semaine. Et tous les cours ne sont pas coachés uniquement que par toi, hein, parce que je crois qu'il y a Yves aussi qui donne des cours. Il y a Vous êtes... Papou et Yves qui donnent des cours. Mhm. On essaie d'être, et quand je suis en déplacement, c'est eux qui me remplacent. Et quand ils peuvent pas, pour X raisons, parce qu'ils combattent, par exemple, j'ai aussi d'anciens compétiteurs ou même compétiteurs actuels qui prennent la relève. Alors, comment on fait pour s'inscrire? Ça coûte combien? Qui peut intégrer? Puisque on peut faire aussi des cours amateurs, on est bien d'accord, hein, parce que tout le monde pense souvent professionnel. Comment ça se passe si moi je veux m'inscrire? Je fais comment? Bah, ceux qui veulent s'inscrire, ils viennent à la Snake Team, généralement, ils regardent un cours pour voir comment ça se passe, pour voir l'ambiance. On leur donne un dossier d'inscription. On demande un certificat médical, photo d'identité et puis le moyen de paiement. Puis voilà, ça se passe très simplement. Il y a 80, je dirais un peu plus de 80% de gens qui sont pas intéressés par la compétition du tout, donc qui viennent s'inscrire, mais qui ont envie de faire les entraînements. Par contre, même ceux qui sont là pour le MMA loisir, on a quand même un certain niveau, une certaine exigence au niveau de, au niveau du sérieux à la salle. On n'est pas, c'est pas le club loisir où tout le monde parle en même temps, où tout le monde parle en même temps que le coach. On est on est très martial, on va dire. Donc même ceux qui sont là pour le loisir, on n'est pas là pour, c'est pas de l'amusement non plus. C'est vraiment un cours sérieux, on va dire. Alors, on a une question de Noah. Comment tu gères le management de tes athlètes? Alors, la plupart des combattants, c'est moi qui les manage. Après, il y en a trois ou quatre qui sont managés par d'autres personnes. Je travaille avec deux managers en gros qui qui s'occupent de ouais, ces trois ou quatre athlètes. Ça s'est fait comme ça, naturellement. C'est pas une question de moi le management. Je le fais parce que j'ai envie que mes combattants combattent le plus régulièrement possible et dans les meilleures conditions possibles. Mais c'est pas ma passion. Euh, Mhm. je le fais parce que ça doit être fait. Alors que le coaching, c'est une passion. Mais quelle est ta philosophie? Parce que j'ai constaté que les combattants, surtout ceux qui sont en pro, ils peuvent aller faire d'autres disciplines, d'autres sports. Ils font pas uniquement que du MMA. On le voit déjà avec Yves, il fait d'autres choses à côté et il combat quand même professionnellement parlant dans ses autres organisations. Euh, je, Alors, c'est pas tout le monde, tous les combattants de la Snake Team ne combattent pas dans plein de styles différents. Mhm. Je pousse certains compétiteurs à combattre dans différents styles pour leur apporter des choses qui leur manquent à leur pratique du MMA. Par exemple, Yves, j'avais envie qu'il soit plus confortable en boxe, sachant qu'il a un réel potentiel dans cette distance. J'avais envie qu'il prenne confiance en lui, dans sa boxe, dans ses percussions. Alors, je l'ai envoyé faire de plus en plus de boxe. Et là, c'est vrai qu'il a atteint un niveau en boxe pied-point qui lui permet de rencontrer des vétérans de la boxe pied-point, des gens qui ont déjà gagné des titres en boxe pied-point, et non seulement de faire jeu égal, mais de les battre aussi. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai voulu faire parce que j'ai l'impression que euh, plus on se plus on va voir ce qui se passe ailleurs et quand on revient au MMA, on est plus à l'aise, on est plus confiant. C'est comme les entraînements que tu fais également à l'étranger avec eux. Oui, ça aussi, ça fait partie de l'apprentissage et de l'évolution. J'ai l'impression que des fois, quand on est trop
quand on est trop nombriliste, qu'on va pas voir ailleurs ce qui se fait, on perd quelque chose. Donc là, en l'occurrence, quand on part au Tiger Muay Thai en Thaïlande ou quand on va à la All Star à Stockholm ou d'autres endroits, on est confronté à de nouveaux styles, une nouvelle philosophie, une nouvelle façon de s'entraîner et que c'est toujours bénéfique. Ok. Je voulais savoir, vu que maintenant on entend beaucoup parler du LMMA avec la légalisation, qu'est-ce que ça te fait à toi tout ça? Toi qui as combattu pendant des années sans être reconnu dans ton propre pays, justement. Parce que... Alors ça me fait plaisir. Premièrement, ça me fait énormément plaisir de savoir que le sport va être enfin légalisé. On a besoin de ça. Les jeunes, la nouvelle génération qui arrive, euh, ils ont besoin de cette reconnaissance qui nous a manqué depuis les débuts du MMA français. Et donc, je suis vraiment content pour eux. Et en même temps, je suis un peu amer parce que j'aurais voulu avoir bénéficié de cette reconnaissance, pouvoir combattre en France devant mes amis, ma famille, mon public. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais. Donc, et à cause d'une petite poignée de personnes. Donc, c'est vraiment, c'est comment dirais-je, ouais, c'est un côté vraiment sympa de savoir que mes jeunes ils vont connaître ce que moi j'ai pas connu, mais en même temps, voilà, je suis un petit peu amer aussi. On a une petite question. Ton top 5 de combattants boxe anglaise et kickboxing. Mon de tous les temps, alors mon top 5 en boxe anglaise, De La Hoya et Roy Jones en première position, parce que c'était des combattants hallucinants et qui étaient à la fois charismatique, à la fois technique et ils avaient un punch de ouf. Ensuite, j'irais Mohamed Ali parce qu'il a représenté énormément pour la boxe et énormément en tout point. C'était pas que le boxeur, c'était aussi le personnage public euh, et l'engagé politique aussi. Ensuite, je dirais Lomachenko parce que c'est un extraterrestre. Et je pense qu'il pourrait devenir le meilleur boxeur de tous les temps. Je suis obligé de mettre Floyd Mayweather aussi dans la liste parce que même si c'est un personnage qui est détestable du point de vue humain, c'est aussi pour l'instant le meilleur boxeur de tous les temps en termes de technique, en termes de coups donnés, coups esquivés. Et donc ça, je suis obligé de le mettre dans ma liste. Et puis, dernier de la liste, je sais pas, moi, le cinquième, qui ça pourrait être? Forcément un puncher. Donc, j'irais, c'est dur. Le cinquième, je sais plus. Tyson? Pardon? Tyson? Non, Tyson, je le mets pas dans cette liste parce que Tyson, il a été protégé. Il n'a pas rencontré les champions qu'il aurait dû rencontrer. Euh, il a rencontré pour se faire un nom, il a rencontré des vieux champions qui étaient sur la fin, qui étaient en fin de carrière. Donc il a explosé Holmes, il a explosé Berbick, il a explosé des champions qui étaient en fin de carrière. Et il s'est fait un nom en les massacrant. Mais après, il n'a pas rencontré les Riddick Bowe, il n'a pas rencontré les champions qu'il aurait dû rencontrer, même un David Tua. Il a rencontré des mecs qui étaient moyens et il n'a pas rencontré les meilleurs de l'époque. Et quand il les a rencontrés, que ce soit Holyfield ou Lennox, il s'est fait exploser. Donc, quelque part, c'est un peu le c'est un peu aussi les mauvais côtés d'un manager qui protège trop son poulain. Parce que le poulain, c'était la pouleuse aux d'or qu'il fallait absolument le préserver pour prendre le maximum d'argent.
Il aurait fallu qu'il fasse ses grands combats quand il fallait les faire. Il les a pas Mhm. fait. Il les a fait en fin de carrière. Et c'est un dommage. C'est dommage parce qu'on ne saura jamais ce que donne un Tyson au top de sa forme face à un Lewis Lennox ou un Holyfield. C'est dommage. Et en kickboxing, je dirais, mais alors Petrosian, Giorgio Petrosian en première position parce il est incroyable. Il fait pas d'erreur et puis il prend pas de coups. C'est un ordinateur. Ernesto Hoost aussi parce que pareil, c'est une grande classe, c'est des enchaînements de folie, une intelligence de combat extraordinaire. Kaman, Ramon Dekers, donc c'est vachement hollandais quand même. Et Senchai et Samat. Voilà. Senchai et Samat, je suis obligé de les mettre parce que c'est des extraterrestres. Hein. Senchai encore qui a, je sais pas moi, il a 35 ans, un truc comme ça, qui a, je sais pas moi, 250 combats, un truc comme ça, qui continue à régaler les gens. Et même quand on demande à des grands champions actuels de boxe thaï, qui sont les meilleurs combattants en boxe thaï, ils vont tous dire Senchai. En ce moment, c'est ça. Donc voilà, c'est ma liste de mes boxeurs préférés. Qu'est-ce Et, que tu as pensé du coup de Mayweather avec McGregor? euh, bah, d'un point de vue pugilistique, c'est-à-dire si si je parle en tant qu'expert de boxe anglaise, je vais dire c'est une mascarade le truc. Mhm. C'est-à-dire avant que ça démarre, tu sais très bien que Floyd, enfin Conor McGregor n'a aucune chance de battre Floyd Mayweather. Oui. Tous les experts de boxe vont te dire la même chose, ils vont te dire aucun intérêt. Après, il y a le côté spectacle et la boxe, c'est devenu un sport spectacle et il faut pas le négliger. Et donc, il y a tout intérêt en fait à faire une rencontre Conor McGregor, Floyd Mayweather pour tout un tas de raisons, notamment la confrontation du champion de la boxe anglaise contre Mhm. le champion, la superstar du MMA. Deux grandes gueules, deux showmen qui sont provocateurs, qui sont ouais, toujours dans la provoque, toujours dans la guerre psychologique. Et les gens savaient très bien que ces deux mondes qui se rencontraient allaient faire, entre guillemets, pas le combat du siècle, mais en tout cas un affrontement vraiment dans le Ok. sens chaud à l'américaine, quoi. Et c'est ce qui Ah, s'est bah, passé. complètement. Donc, même si j'ai critiqué avant le combat, je me disais, ça c'est l'expert qui parlait comme ça, pourquoi ils vont faire ce combat, ça rime à rien. Mais en même temps, j'étais devant ma télé en live comme tout le monde en train de regarder le combat. J'ai été assez surpris de voir Conor McGregor durer aussi longtemps. Après, il y a eu certaines clauses qui ont été divulguées au fur et à mesure que Floyd Mayweather n'avait pas le droit de mettre Conor McGregor KO tout de suite. C'est Oui. ce que j'ai entendu. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est ce qui a circulé pendant un bout de temps. Mais bon, j'ai été surpris de voir Conor McGregor boxer aussi bien. Voilà, au meilleur boxeur de tous les temps. Et du coup, tu verrais un intérêt à Mayweather-Khabib? Alors, Floyd Mayweather, Khabib, non, il y a encore moins d'intérêt parce que Khabib ne boxe pas comme Conor McGregor. Il n'a pas du tout la même boxe son niveau en boxe, il est pas aussi bon que Conor McGregor. Les gens vont dire oui, mais il a touché Conor McGregor quand ils se sont rencontrés en boxe et tout. C'est pas comparable. On peut pas comparer la boxe de deux combattants en MMA qui s'affrontent en MMA et la boxe de deux mecs qui se rencontrent en boxe anglaise.
Donc, pour moi, Khabib, il a encore moins de chances de gagner face à Floyd Mayweather en boxe anglaise que n'avait Conor. Et avec Ferguson, du coup, pour Khabib, puisque il y avait une question, on demandait les pronostics. Tes pronostics? Alors, je pense que Khabib va faire exactement la même chose s'il est intelligent, et il est intelligent parce qu'il l'a montré à maintes fois. Il va faire exactement la même chose que pour les autres, c'est-à-dire une pression constante, une lutte offensive très agressive, des coups qui peuvent être dangereux, mais qui sont sporadiques, juste pour Mm. casser la distance euh, Ouais. et puis amener son adversaire au sol. Et je pense qu'au sol, il y a très peu de gens dans la catégorie qui peuvent dire quoi que ce soit à Khabib. Même si c'est pas le Jiu-Jitsuka, même si c'est pas un Demian Maia où il a quand même une pression et des positions tellement fortes au sol que les gens n'arrivent pas à s'en dépaître. On a l'impression que dès que ça va au sol, les mecs perdent leur force et leur cardio à vue d'œil. Donc voilà, je pense. Et en plus de ça, Ferguson, contrairement à Conor McGregor, c'est pas un puncher, c'est quelqu'un qui peut gagner par KO parce que il est imprévisible, parce qu'il peut surprendre ses adversaires, mais c'est pas le mec qui peut éteindre quelqu'un sur un coup, euh, à moins de l'avoir fatigué avant. Alors, on fait un petit coucou à tous ceux qui nous suivent. Il y a des questions. Alors, Valou, c'est venu comment cette idée de devenir coach? À quel moment de ta carrière? Ben moi, j'ai commencé ma première section où je l'ai donné des cours. C'était en 96, donc j'avais 23 ans et j'ai jamais arrêté en fait. C'est-à-dire que on m'a proposé une petite section de kickboxing à Rueil-Malmaison, là dans un club de jeunes où où je vis. Et donc, on m'a proposé ça. Et puis, comme c'était une autre entrée d'argent, voilà, j'ai accepté. Et puis, ça m'a passionné. Et en 99, j'ai créé la Snake Team. Donc, Mhm. en fait, toute ma carrière, en gros, j'ai été coach en même temps que j'étais combattant. Donc, c'est pas quelque chose qui m'est venu à la fin de ma carrière ou après ma carrière. C'est quelque chose que j'ai fait en même temps, en parallèle, en même temps qu'être combattant, j'étais déjà coach. Alors, on a Ferra qui demande, peux-tu nous dire ton hygiène alimentaire? Bon, ça dépend. Des fois, je me prends la tête. J'essaie de manger un peu plus sainement parce que j'arrive à un âge où il faut quand même faire attention et que ma copine, elle est à cheval sur la bouffe healthy. Mais je dirais à la maison, déjà, on mange vegan. Donc ça, ça quand même, ça limite la casse, on va dire. On mange aussi à l'extérieur, on va chez des amis, on mange au resto, mais on essaie de manger le plus clean possible. Après, des fois, ouais, on part en sucette et on se fait plaisir, mais on est flexible, hein, on n'est pas des véganes draconiens, mais à la maison, déjà, on mange vegan. On a Michael qui te demande, explique-nous vraiment, selon toi, pourquoi le Pride a coulé. Et tu y as combattu, donc tu dois savoir des trucs qu'on ne sait pas. Bah, ça, c'est de notoriété publique. Le Pride, il a coulé parce qu'il y a eu un scandale avec les Yakuza. Les Yakuza, c'est la mafia japonaise. Et début des années 90, il me semble, ou fin des années 80, le gouvernement japonais a décidé de faire une politique anti-Yakuza. Et donc, ils ont vraiment serré la vis. Les Yakuza, c'est une mafia, on va dire, c'est un gouvernement parallèle. C'est-à-dire que s'occupaient pas forcément que du crime, mais s'occupaient de plein d'autres choses. On va dire, ils géraient aussi la société japonaise jusqu'à une certaine limite. Et donc, je crois que ouais, c'est fin des années 80 ou début des années 90, le gouvernement japonais a décidé
de mener la guerre aux Yakuza et ils les ont attaqués comme le FBI a attaqué euh, comment il s'appelle le fameux gangster Al Capone. Mhm. Ils, ils ont attaqué la mafia japonaise avec des armes de la finance, c'est-à-dire les banques, les comptes en banque, vraiment chercher à savoir d'où sortait l'argent, ainsi de suite. Et comme le Pride était en partie sponsorisé par les Yakuza Mhm. et que le scandale a éclaté et ils ont perdu tous les autres sponsors qu'ils avaient, et ben Ah ouais. voilà, ça a été la fin du Pride. Alors que c'était pour moi la meilleure, le meilleur événement du monde à l'époque. Et encore maintenant, avec le recul, je pense qu'ils faisaient des shows de malades. Il y avait une ambiance de folie et le Pride s'occupait des sportifs comme personne. Et ça, je l'ai pas retrouvé ailleurs. Si, peut-être le Mhm. Riden, le petit frère du Pride, mais ils ont pas les Mhm. mêmes moyens. Mais ouais, le Pride, pour moi, c'était le top du top. Alors, on a Valou 974 qui demande quel a été ton plus gros échec en carrière UFC. Mais mon plus grand échec, ça a été assez compliqué. J'arrive à l'UFC, j'ai 37 ans, je suis en fin de carrière. Paradoxalement, j'arrive au top de ma forme physique, j'arrive au top de ma forme technique aussi. Mais par contre, la motivation n'est pas du tout là. Euh, ça fait euh, Ça fait 20 ans que je combattais, que je me battais pour tout un tas de choses et que j'avais envie une reconnaissance euh, aussi financière. Et donc, on arrive à 37 ans, on est loin d'être riche, euh, on est tous les jours à la salle parce qu'en face de nous, on a des adversaires qui sont de plus en plus durs. Et bah, la motivation prend un coup. Et donc, je me suis retrouvé plusieurs fois dans l'octogone à l'UFC avec des adversaires qui étaient beaucoup plus motivés que moi. Et donc, voilà, ça a été des échecs parce que je suis conscient que les adversaires que j'ai en face, je peux les battre, mais en même temps, j'ai pas fait le nécessaire pour les battre parce que la motivation était partie en sucette. Donc, avec le recul, on prend une décision, c'est de prendre sa retraite alors que on se sent on sent qu'on n'a jamais été aussi bien physiquement et techniquement, et donc ça a été difficile. Donc, j'ai envie de dire, toutes mes défaites à l'UFC ont été des défaites dures pour moi parce que je me sentais pas forcément face à des mecs qui étaient plus forts. Mhm. Et généralement, j'ai pu m'entraîner avec deux de mes adversaires qui m'avaient battu à l'UFC. Et à l'entraînement, ça se passait pas du tout comme mon combat. Et j'ai pu comparer mon niveau technique par rapport à ces gens-là. Voilà, donc c'était le moment de tirer ma révérence parce que à ce niveau-là de la compétition, si on n'est pas motivé, ça sert à rien d'y aller. Mais tu avais un coach mental à cette période? Il y avait une équipe autour de toi? C'était Non. comment avant? Bah, déjà le coaching mental à cette époque, c'était beaucoup moins répandu que maintenant. Et encore moins chez les combattants, parce que les combattants, par essence, tu dois être fort mentalement. Donc, un combattant qui cherche à avoir un coach mental, c'est quelque part avouer une faiblesse. Et donc, à cette époque, les combattants n'avaient pas de coach mental parce que on était tous là à se persuader les uns les autres que on n'avait pas besoin de ça parce qu'on était fort mentalement. Et Mhm. aujourd'hui, avec le recul, je sais très bien qu'à cette époque-là, il aurait fallu que j'ai un coach mental. Après, ça soulève une autre question. Être coach mental, c'est quoi? Et qu'est-ce qui détermine un bon coach mental d'un mauvais?
quand tu es là et que tu tapes coach mental dans ta barre de recherche et Ah, que tu as 150 noms qui arrivent dans ta région, comment trouver le bon? Et ça, c'est une vraie question. Quand on est sportif de haut niveau et qu'on combat à très haut niveau et qu'on fait la démarche pour trouver un coach mental, c'est pas évident. C'est pas non. évident. Donc, comme c'est une science entre guillemets, euh, une science entre guillemets abstraite, où Mhm. c'est pas comme plein d'autres sciences où tu as un résultat visible ou pas. Là, c'est un peu de l'abstrait, il y a un peu un flou artistique. Donc, comment tomber sur des mecs qui sont efficaces et d'aller tout de suite au but. Donc, c'est pas évident. Encore aujourd'hui, c'est pas évident avec la prolifération entre guillemets, des experts. Oui, Et sur les réseaux. sur les réseaux sociaux, voilà, on est en plein dedans avec, en plus, en pleine crise de coronavirus, on voit des coachs qui arrivent de partout, là. À chaque fois que j'allume mon Instagram, je vois des tutos, des coachs qui sont une sorte de sous les meubles. Voilà, on est vraiment à l'époque du paraître, de la simulation et, euh, et du superficiel. Donc, j'ai l'impression que pour trouver un vrai coach mental efficace, c'est compliqué. Alors, on continue avec les questions. Merci pour vos questions, hein. On a Oliver qui demande, est-ce que tu vas monter un événement MMA en France? Ouais, ça aussi, c'est une de mes ambitions, c'est d'avoir un événement qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai fait, je sais pas combien d'organisations dans le monde, dans plein de styles différents. Je crois que j'ai fait sur les 10 plus gros événements de MMA dans le monde, dans les ligues les plus prestigieuses. Je pense que j'en ai bien fait 5. Et je sais ce qui m'a plu et je sais ce qui m'a moins plu. Et j'ai vraiment envie de faire un événement où on s'occupe bien du combattant, on lui donne ce qu'il a envie pour être sûr qu'il soit le plus performant possible dans la cage et régaler le public. Et je pense qu'il y a énormément de promotions, d'organisations qui utilisent le combattant comme un outil sans le faire kiffer. Tu vois, en se disant, notre kiff, c'est qu'ils combattent chez nous. Ouais, c'est bien beau, mais si tu le traites comme un sagouin, il va pas envie ça lui donne pas envie de se défoncer plus dans la cage. Alors que s'il y a un petit bonus de victoire, si le mec, tu le mets aux petits oignons, tu le mets dans une belle chambre d'hôtel, dans un bon cadre, avec de l'argent de poche pour manger tous les jours, qu'on lui donne un pack avec des vêtements et tout ça, ça fait une grosse diff en fait. Et, euh, et j'ai pu voir la différence, moi, quand j'ai combattu dans les plus grosses organisations du monde. Quand tu Mhm. arrives au Pride, par exemple, et qu'il y a une petite limousine qui vient t'arriver, qui vient te chercher à l'aéroport, qui te ramène à l'hôtel, et l'hôtel, c'est un Hilton, et que tu as une belle chambre dans le Hilton, et que tu rentres dans ta chambre, et que tu as ton petit pack qui arrive, qui est sur le lit, avec tes t-shirts, tes conneries Pride, avec le petit livret où t'es dedans et tout ça, ça fait une grosse différence. Et je peux t'assurer que le combattant qui vit ça avant son combat, qui va à une conférence de presse où il est mis en avant, il est mis en lumière, je peux te dire que il va donner 20% de plus de lui-même dans la cage quand ça va être son tour. Alors que tu as plein d'organisations, même des grandes organisations aujourd'hui, qui utilisent complètement le combattant. Pour eux, Oui. c'est un, voilà, c'est un outil pour faire de l'argent. Et, euh, et donc moi, j'ai eu envie de faire une organisation qui va prendre soin des combattants, qui va leur donner des bonnes bourses, qui va faire en sorte que le mec quand il rentre dans la cage, déjà, il est que son combat à s'occuper Mhm. et qu'il a envie de se défoncer, qu'il a envie de montrer au public pourquoi il est là.
Et comme j'ai été combattant pendant très très longtemps, en pied-point, en plein de styles différents, je pense que je peux apporter un truc nouveau. Ok, très bien. Une autre question. Que penses-tu de Ngannou? Merci pour vos questions à tous, hein. Merci encore. Alors, Ngannou, c'est un phénomène. C'est des, en anglais, ils appellent ça freak athletes. C'est des, euh, c'est des monstres de la nature. C'est des aberrations de la nature. C'est des gens qui arrivent une fois sur un million chez les athlètes. C'est quelqu'un qui manifestement, si tu as une case à remplir, qui remplit plein de cases et qui fait que il aurait pu débarquer dans n'importe où, dans n'importe quel sport, dans n'importe quoi. Il aurait eu des résultats, même en ayant un très mauvais coach. C'est quelqu'un qui est fort mentalement, qui, d'après ce que je vois, hein, qui est fort mentalement, qui a confiance en lui, qui a une grosse, un physique hallucinant, Mhm. une grosse puissance. Je me souviens quand j'avais vu son combat contre Alistair Overeem, j'avais halluciné. Ma bouche était tombée comme le loup de Tex Avery parce que j'ai jamais vu un mec taper dans la tête d'un mec, un mec aussi monstrueux que Alistair Overeem en plus, et avoir ce résultat. C'est-à-dire, ça m'a tout de suite rappelé les BD que je lisais quand j'étais enfant, Oui, Astérix et Obélix. Obélix qui met une patate dans un uppercut dans la tête d'un Romain et le Romain il laisse ses souliers par terre. Bah ah, voilà, c'est c'était exactement ça. Et, euh, et donc voilà, Francis Ngannou c'est un monstre physique. Il a une boxe au-dessus de la moyenne chez les poids lourds UFC. C'est pas un grand technicien, on va pas halluciner sur sa lutte, on va pas halluciner sur sa boxe. Mhm. Mais par contre, le tout est hallucinant. C'est-à-dire physique hors norme, euh, agressif, agressif au-dessus de la norme, euh, technique au-dessus de la norme aussi en boxe anglaise. Et puis voilà, donc quand on se retrouve avec un Francis Ngannou dans la cage en face de nous, je pense que ça doit faire quelque chose. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de poids lourds qui se sont retrouvés en face de lui et avant même le premier coup, qui se sont dit bon bah ça va être chaud pour ma gueule. Et c'est ce qui s'est passé plein de fois, un peu comme Tyson à l'époque qui gagnait avant même le combat. Bah, Francis Ngannou, c'est un peu ça. Il y a ce facteur peur, il y a ce facteur intimidation qui fait que j'ai l'impression il gagne ses combats avant même de rentrer dans la cage. D'ailleurs, j'aime beaucoup parler de l'UFC 248 avec Adesanya et Romero, afin de savoir ce que tu en as pensé, toi, en tant que combattant, en tant que coach. Alors, en tant que coach, je me dis que le game plan d'Adesanya, il était parfait, c'est-à-dire rester le plus mobile possible, ne pas faire des échanges trop longs parce qu'on s'expose à un contre. Plus on va Mhm. rester longtemps sur place sans bouger et plus le risque de se faire contrer ou le risque de se faire mettre KO par Romero allait augmenter radicalement. Donc lui, il a fait son game plan, c'est-à-dire bouger, rester mobile, mettre des coups sur un, deux coups maximum et puis se déplacer encore. Donc, lui, il a fait son game plan, sa stratégie, et c'est comme ça qu'il a gagné. En face de lui, il y avait le Cubain qui a ce style nonchalant depuis ses débuts. Il est très nonchalant, il, euh, il entraîne ses adversaires sur un faux rythme. C'est-à-dire, il est lent, il est nonchalant, il fait des espèces d'endinement de la tête. Il a des déplacements au sol qui sont très lents. Et puis après, quand tu as ralenti ton rythme face à lui, tu as ralenti tes déplacements, il explose sur un mouvement sauté, un truc hallucinant parce qu'il est rapide en plus.
et il surprend ses adversaires comme ça. Donc, lui, il est resté sur son game plan, il est resté sur sa recette qui a fait qu'il a gagné, je sais pas combien de combats à l'UFC qui fait que ça fait 10 ans il est là. Lui, il est resté sur sa recette. Sa recette, elle a marché jusqu'à présent 90% des fois ou 95% des fois. Mais face à un adversaire qui est mobile, qui a les qualités d'Adesanya, c'était pas forcément la meilleure stratégie à adopter. Malheureusement pour lui, il a que cette stratégie-là, il a que ce style-là, et il n'allait pas changer du jour au lendemain juste parce qu'il y avait Adesanya. C'est difficile de changer son style au bout de je sais pas combien d'années de pratique. Donc voilà, tout le monde s'attendait à ce que ça soit un feu d'artifice de violence. Et en fait, non, ça a été un pétard mouillé parce que chacun a fait euh, a fait son style en fait. Adesanya, il a fait son style et Romero, il a fait son style. Et juste avant aussi, ça a peut-être joué en leur défaveur également, parce que Weili Zhang et Johanna, waouh, c'était violent. Exactement, il y a eu le contraste en fait des deux. Il y a eu Zhang et Johanna qui se sont livrés pour moi un des meilleurs combats pour le titre de l'histoire de l'UFC, homme ou femme. Ah Euh, oui, ah oui. C'était ouais, pour moi c'est dans le top 10. Pour moi c'est facilement dans le top 10 des meilleurs title shots de l'UFC. On a vu de la technique, on a vu du physique, on a vu un gros mental de la part des deux. On a vu Zhang qui perd de la vitesse, qui perd de la vitesse je crois au quatrième round et qui Mhm. revient fort dans le cinquième. Et on voit l'autre qui termine avec une tête d'extraterrestre et qui veut pas lâcher non plus. Et Mhm. on voit la vitesse des deux sur les 5 rounds. Et en tant que combattant, en tant que coach aujourd'hui, je me dis, waouh, je me dis, si je peux avoir un combattant, euh, homme ou femme, de ce niveau-là un jour, avec ce physique-là, avec cette détermination et ce mental, j'ai tout gagné. Et Ah, franchement, c'est un combat pour moi qui a montré dans les écoles de MMA. ah, ça c'est clair, hein. Elles ont vraiment assuré, elles ont fait le show, hein. Ouais. Elles ont fait le show, elles ont fait le taf sportivement parlant. Enfin, j'étais impressionnée également. Alors, on revient encore aux petites questions. Alors, le plus gros potentiel MMA français actuellement est Saladin Parnasse. Es-tu d'accord? Ouais, Merci, complètement. Hugo. Je pense que Saladin, et ça fait des années que je le vois évoluer, Saladin, c'est la petite pépite française. Il est bien entouré, c'est des potes à moi, la Hatch Academy, c'est des potes. Je connais leur mentalité, je connais leur façon de fonctionner. Je pense qu'il est très bien entouré et que c'est vraiment lui qui va déterminer de sa suite. C'est-à-dire que s'il lâche pas l'affaire, s'il est toujours aussi motivé à l'entraînement, parce qu'il faut le voir à l'entraînement, c'est une machine. C'est quelqu'un qui ne rechigne pas devant le travail. Et ça peut paraître surprenant, mais il y a plein de sportifs de haut niveau, de combattants de haut niveau qui se donnent pas à 100% quand ils sont dans une salle d'entraînement. Et lui, non seulement il se donne à 100%, mais il se donne à 110%. C'est son coach Arnaud Templier qui est des fois obligé de lui dire, lui faire le haut là parce qu'il en fait trop. Donc, je pense que le plus gros potentiel, c'est clairement Saladin Parnasse parce qu'il est jeune, parce qu'il a faim et qu'il est bien entouré et qu'il est archi déterminé. On a Oliver qui voudrait avoir un conseil pour gérer la vie de combattant et la vie privée, travail, couple, enfant. Dur. Travail couple enfant, malheureusement, la vie de combattant ne va pas avec le travail, ne va pas avec la vie de couple souvent. Alors, quel est ton Gracie préféré? Mon Grécy préféré. Mon Grécy préféré. Attends, je réfléchis. Mhm. Tac, 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 tac. Royce, pas du tout parce que je l'ai rencontré plusieurs fois et pas fan du tout. Non. Alors le Grécy préféré, Roger, c'est un mec Hein. sympa.
Ah, Roger d'accord. Murphy. Ouais. Et t'as rencontré Nixon? Je l'ai croisé. Je l'ai croisé, je lui ai jamais parlé. Mais comme c'est quand même quelqu'un d'assez, c'est un icône du MMA. Oui. Je l'ai observé et je sais pas, il avait l'air un peu bizarre quand même. Donc après, Ouais. je le connais pas du tout, donc j'aimerais passer du temps avec lui pour pouvoir juger. Mais en tout cas, Roger, il est très sympa. Et Kron? Ah, Kron, il a l'air sympa aussi dans ses interviews. Il a l'air bon un peu perché, mais il a l'air très sympa. Ouais. Et puis il est super fort dans ce qu'il fait. Il est archi fort. Mais non, je connais pas beaucoup de Gracie. J'ai fait la fête avec Ryan Gracie à l'époque. Lui aussi, il était était très excité, on va dire, pour les Mhm. mots. Mais non, je connais qui d'autre comme Gracie? Non, je pense que celui qui est plus sympa à mes yeux, hein, c'est Roger Gracie. Après, Ok. je les connais pas tous, hein. Alors, on a des questions qui reviennent en pagaille, donc je fais vite. Que penses-tu de Adesanya en dehors du combat contre Romero? Alors pour moi, ça fait des années maintenant que je le dis. J'avais eu la chance de m'entraîner avec lui il y a quelques années, je pense il y a 3 4 ans. Mhm. 3 4 ans, je pense, en Thaïlande. Et on avait mis les gants ensemble et on avait parlé à la fin. Et, euh, et lui, il avait un plan de carrière, enfin lui et son coach qui était là d'ailleurs, avec qui j'ai parlé. Ils avaient un plan de carrière bien défini. Il était signé en Chine à l'époque, donc il combattait en Chine et en Océanie. Et il combattait en MMA et en pied-point. Il continuait de faire les deux. Ils avaient un plan de carrière qui était sur, je crois que les 2 prochaines années. Et ils voulaient continuer à combattre en boxe pied-point et MMA, prendre de l'expérience en MMA en dehors de l'UFC, se faire connaître, envoyer, tu vois, se contacter avec l'UFC, ce qu'il a fait, leur tenir au courant de son évolution, et puis après à débarquer à l'UFC en tant que nouvelle future star, et c'est ce qu'il a fait. Et quand il me parlait de ça, c'était 2 ans avant de sa signature. Ah oui. Donc c'est et puis il avait un plan de carrière qui était sérieux, qui était bien étudié, et il avait Mhm. une confiance aveugle dans son coach aussi. Ils avaient une relation très très particulière avec son coach. Et c'était encore une fois, c'était plus qu'un coach, c'est le grand frère, c'est le mentor. Et ça m'avait touché de voir cette complicité entre les deux, et ensuite de voir 2 ans plus tard Adesanya à l'UFC et faire la carrière qu'il a fait. Mais Oui. à l'époque, comme j'ai mis les gants avec lui et que je voyais qu'il sortait du lot quand même, ça m'a pas surpris. À l'époque, je lui disais déjà qu'il avait le niveau pour aller à l'UFC et faire quelque chose. Et il dit non, non, je suis pas pressé, je prends mon temps. Je veux y aller quand je me sentirai prêt pour faire partie des meilleurs et prendre la ceinture. Et donc c'est ce Ah qu'il oui. a fait. Il a tenu sa parole. Et puis on était resté un petit peu en contact et il m'avait mis un petit mot sympa dans son Instagram. Il avait posté une photo de nous deux et tout, et ça m'avait fait plaisir. Surtout que le mec, il a pris une ampleur aujourd'hui qui est indiscutable. C'est un des meilleurs combattants de l'UFC, toutes catégories confondues. Merci beaucoup, Luffy, pour la question. Alors, on a Pachakar qui demande Grégory Baden fait-il partie de la team? Et sinon, pourquoi? Non, Grégory, il est parti il y a un peu plus de 2 ans maintenant, parce qu'on a eu des différents sportifs professionnels, et que voilà, on n'était plus sur la même longueur d'onde, donc il est parti dans une autre équipe, et il a continué sa carrière puisqu'il a recombattu il y a quelques mois à l'ARES. Donc Oui, il a voilà, il a combattu quoi.
Alors, Cyril, as-tu gardé de bons contacts avec les anciens de la haute tension? Bisous de la part de Nounours. Donc, c'est Eddy. Ouais, je vois qui c'est, dit. Bah, je garde contact, hein. Enfin, quand j'étais à haute tension à Vitry, on était comme cul et chemise tout le temps ensemble parce qu'on s'entraînait tous les jours et qu'on se voyait tout le temps et qu'on se voyait en dehors de la salle aussi, un peu ce qui se passe à la Snake Team. Et comme nos chemins se sont séparés les uns et les autres et qu'on est rentré dans un âge où on fonde une famille, on a des boulots un petit peu différents qui nous prennent du temps, on a des enfants, ainsi de suite. On s'est un peu, Mhm. euh, on s'est un peu éloigné des uns des autres, mais ça me fait toujours plaisir de voir les anciens de l'équipe. Oui. D'ailleurs, il y en a un, deux, Krim Amitej, qui a aussi été coach à la Snake Team, coach pied-point à la Snake Team. Donc c'est des gens que j'aime revoir. On se reparle des vieilles anecdotes d'il y a 20 ans. Ouais, c'est sympa de les revoir. Et pourquoi Mansour n'est plus à l'UFC? Mansour, Mansour Barnaoui, il a jamais été à l'UFC. Voilà, réponse à Remek. Bon, j'ai pas bien vu le nom, je l'ai passé. Bon, bah, j'ai juste encore deux, trois petites questions, puis après, je vais te laisser tranquille, hein. Est-ce que tu connais Zara Fern? Oui, bien sûr, elle s'est entraînée, elle a fait un court passage à l'UFC, à l'UFC, un court passage à la Snake Team il y a une dizaine d'années, et puis maintenant elle est à l'UFC. Donc ça fait plaisir de voir des gens que j'ai croisés il y a bien longtemps déjà arriver au haut niveau. Malheureusement, elle a pas eu les résultats qu'elle voulait à l'UFC. J'espère qu'elle va rester motivée, déterminée, et qu'elle va régler les différentes lacunes qu'elle peut avoir et puis qui va performer au plus haut niveau. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur la question? Waouh! Il faut me redire la question, par contre, Oliver, s'il te plaît. Donc, du coup, on va bientôt laisser également Cyril, parce que ça fait un petit moment qu'il nous a déjà accordé. Je voudrais savoir quels sont tes prochains objectifs. Les prochains objectifs, bah, c'est toujours les mêmes, hein. C'est d'arriver à amener mes combattants au plus haut niveau, qui s'épanouissent au plus haut niveau, qui se fassent plaisir, qui soient reconnus, que l'équipe soit reconnue comme étant la meilleure équipe de France, qu'on sorte un maximum de combattants. Ça aussi, ça fait partie de. Je pense qu'une grande équipe, elle se juge sur la qualité, autant la qualité de ses pratiquants loisirs que ses pratiquants de haut niveau. Et c'est vrai que on se prend la tête aussi à donner un certain niveau à nos pratiquants loisirs, même s'ils vont jamais faire de la compétition. On sort, notre objectif, c'est vraiment voilà diffuser un enseignement de qualité à tout type de public, pas que les compétiteurs. Donc ça, c'est vraiment l'objectif premier de la Snake Team, c'est de véhiculer un certain savoir-faire et puis des valeurs. Et je pense que jusqu'à présent, on a bien réussi notre pari. On veut continuer là-dedans. On veut dispenser la bonne parole, faire en sorte que les jeunes ils soient plus ancrés avec les valeurs que qu'on connaît à travers les arts martiaux. On a envie aussi, bien évidemment, d'amener les sportifs de haut niveau au plus haut niveau, que ça soit l'UFC, le Bellator, le Risen, comme on a fait jusqu'à présent. Je pense qu'on est la seule équipe de France à avoir amené des combattants dans ces organisations-là, d'avoir formé des combattants de A à Z qui sont ensuite allés dans ces organisations-là. Donc voilà, c'est continuer dans ce truc-là et puis pourquoi pas un jour organiser les événements comme je disais tout à l'heure, qui soient vraiment respectueux des sportifs avant tout et qui les mettent en avant eux et non pas l'organisation comme peut faire l'UFC. Et
puis, bon, il y a plein de projets, hein, ça n'arrête jamais. De toute façon, on viendra te voir à la Snack Team quand tout sera, quand ça ira mieux, hein, après le confinement. Ouais, Et on attend avec impatience hein, que tu nous crées ton organisation hein, pour qu'on soit là, qu'on suive d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine, je ne sais pas, mais en tout cas, on te suivra. Et pour tous ceux à qui on n'aura pas répondu aux questions, c'est pas un souci. Venez sur la page MMA Story France, on essaiera de faire le nécessaire pour que vous ayez vos réponses, bien sûr. Et un grand merci à toi, Cyril. Un grand merci à toi pour ta pas beaucoup là. disponibilité. Je crois Merci que à ça vous. repose. Bonne soirée et bon confinement. Oui, bon confinement. Merci. À très vite, Cyril.